Ok, ça y est, bienvenue à vous sur la masterclass en gros de l'urbanisme et un peu de fiscalité. Alors l'idée c'est de quand même parler beaucoup plus urbanisme et fiscalité parce qu'on s'est rendu compte avec Félix que c'est un combo qui était on va dire inéluctable, hein, quel que soit le projet qu'on peut réaliser dans l'immobilier sur toutes ses formes. Donc pour le coup, l'objet d'aujourd'hui, c'est de vous faire une petite masterclass. Alors, masterclass, c'est un peu en mode atelier de travail avec, bien entendu, réponse aux questions, mais surtout approfondissement de certains sujets. Et les sujets, ça va être fonction, bien entendu, des questions que vous allez me poser. Et pour le coup, je vous demanderai donc de préparer un certain nombre de cas, sachant qu'il y en a qui ont été avertis. Je crois qu'Alix, tu as des cas pour nous. Et Nelson aussi, je ne sais pas si tu as des cas, mais voilà, on en parlera tout à l'heure tranquillement. Bienvenue donc sur la masterclass de Cercle Immo et qui démarre maintenant. Et je laisse la parole naturellement à Félix pour une petite présentation et après, on reprend la suite. Ok. Bon, bonsoir à tous déjà. Avec plaisir d'être parmi vous. Je me présente, Félix Gomis. Je suis instructeur des actes d'urbanisme depuis le 1er février 2016. J'ai été 7 ans en collectivité et j'ai créé mon propre cabinet depuis octobre 2022, donc CAP ADS, un cabinet de conseil et d'expertise pour les autorisations d'urbanisme. Et ça a pour but d'accompagner les collectivités, toujours, dans le cadre de l'instruction des dossiers, et aussi les pros et les particuliers à proposer des projets conformes à la réglementation pour que, en gros, que le dépôt de l'autorisation soit juste une simple formalité et non plus un gros coup de stress ou de panique avec le service instructeur. Voilà. Et puis, donner quelques petits conseils en amont pour tout ce qui est faisabilité et comment utiliser la réglementation à son avantage. Voilà, Ok, grosso modo. yes, merci Félix pour la présentation. J'ai une question pour toi, entre autres. Ça veut dire quoi instructeur en acte d'urbanisme en soi? Alors, un instructeur des actes d'urbanisme, c'est une personne qui travaille souvent en collectivité, que ce soit pour une communauté de communes ou une commune, voire même pour un cabinet privé, comme c'est mon cas. Elle a pour mission de réceptionner les dossiers, vérifier que les dossiers sont bien complets et après instruire le dossier pour savoir si le dossier est bien conforme aux documents d'urbanisme en vigueur. Et à partir de là, elle fait une proposition d'arrêté à l'élu ou au maire pour dire si c'est OK ou si ça ne l'est pas, ou si c'est OK sous condition. Donc, si je comprends un tout petit peu, enfin, si je dois résumer, c'est vous préparez les dossiers reçus pour étude, Oui, conformément à la réglementation, oui, vous les traitez et vous soumettez l'autorisation à signature pour qu'elle soit avalisée par le maire. exactement, c'est ça. OK. Et est-ce que les prérogatives, en gros, d'un instructeur ADS peuvent être plus larges que ce que tu viens de nous décrire? Forcément, puisque selon la grosseur de ton service instructeur, tu vas être aussi en mission en amont des projets, c'est-à-dire en avant-projet, accompagner le porteur de projet pour que son projet soit bien conforme à la réglementation. Essayer de trouver aussi, tu vas être force de proposition pour essayer de trouver des solutions pour que le projet se réalise en fonction de la volonté politique par rapport à l'aménagement du territoire au sens large. On reviendra tout à l'heure par rapport à l'aménagement du territoire, parce que c'est un enjeu majeur de toute façon au sens politique, hein. Alors, autre question que je vais te poser, après, bon, on va laisser un peu la parole aussi au public en attendant, avant de démarrer dans le vif du sujet, c'est quel est l'intérêt, en gros, d'un investisseur d'approcher un cabinet comme le tien?
Alors, après, là, c'est facile, je vais dire, c'est mon slogan. Non, mais là, c'est le but. Le but, c'est surtout d'apporter de l'assistance, c'est-à-dire que on verrouille au maximum le projet par rapport à Mhm. la réglementation. On n'est pas en mode chance ou hasard, c'est juste une expertise par rapport au texte et aux lois. Derrière, on respecte le cahier des charges et comme ça, on maximise les chances d'obtenir l'autorisation sans problème. Et l'avantage de faire appel à un cabinet, c'est que avec mon feedback, j'arrive à bien négocier avec les collectivités puisque pendant 7 ans, j'ai bossé en collectivité. Donc, je sais comment leur parler, je sais comment amener les projets et je sais aussi essayer d'être force de proposition au maximum pour que ça matche entre la réglementation et le projet soumis. Ok, juste une question qui vient de me venir à l'esprit suite à ton intervention, c'est, tu as dit toi-même que en fait, l'objectif d'un instructeur, c'était de faire respecter la réglementation et à Oui, côté de ça, tu dis qu'il y a une possibilité de négocier, ou en tout cas, ton objectif, c'est de négocier avec la collectivité. Alors, les deux sont contradictoires, parce que s'il y a des règles, normalement, elles sont censées être appliquées et il n'y a pas de négociation possible. tout à fait. Bien sûr, mais sauf que il y a une réalité aussi, c'est que chaque projet a son histoire et que un projet de grande ampleur ne va pas être vu de la même façon qu'un petit projet. Je m'explique. Si tu arrives et que tu me dis, je suis un gros investisseur, moi, je vais monter une boîte, par exemple, on prend le cas de Amazon. OK? Ah, Amazon commence à se pencher, il cherche du foncier dans une commune, il trouve le foncier idéal et tout. Amazon, crois-moi que même si les textes sont pas OK au départ, on va tout faire pour modifier le texte pour pouvoir implanter d'entreprise parce que derrière, ça génère énormément d'emplois. Et Mhm. surtout, tu vas travailler même là, dans ce cas de figure, en parallèle avec les services de l'État, notamment le préfet de département et aussi le préfet de région. Parce que le but, c'est d'augmenter l'attractivité de ton territoire. Et forcément, l'attractivité de ton territoire passe par l'implantation d'entreprises et la création d'emplois et forcément la création de services. Mhm. Donc, c'est pour ça il y a des territoires qui sont plus prisés que d'autres, juste parce qu'ils arrivent à mieux se vendre, ils font vivre leur texte très rapidement. Ça va beaucoup plus vite que dans d'autres territoires où ça dort un peu plus, quoi. OK. OK, OK. Donc, à petite échelle comme à grande échelle, on a affaire à l'urbanisme. Du coup, alors juste avant de rentrer dans la définition de l'urbanisme, est-ce qu'il y a des questions éventuellement avec nos chers amis auditeurs, Aimé, Nelson, Alix? S'il n'y a pas de questions, on poursuit un tout petit peu dans le vif du sujet avant de revenir, mais on traitera tout ce qui est cas personnel et cas pratique. Voilà, on essaiera de voir un peu. Prépare-toi, monsieur ADS. On va sortir peut-être un PLU. On va passer en revue vite fait la lecture d'un PLU, sans trop rentrer dans les détails, bien entendu. Mais l'idée, voilà, c'est de donner quelques tips sur la lecture, comment est organisé le PLU, etc. On verra comment ça se goupille. OK? OK. Alors, question numéro 1 que j'ai pour toi, c'est quoi Oui. l'urbanisme en fait? Pourquoi l'urbanisme? Ah, pourquoi l'urbanisme? Alors, normalement, l'urbanisme, ça désigne tout ce qui est sciences, études, pour définir en fait l'aménagement du territoire. Voilà, pour organiser au mieux l'espace urbain, pour aussi respecter tout ce qui est lié à l'environnement, développement durable et aussi favoriser tout ce qui est énergie renouvelable et aussi la baisse des énergies. Donc, grosso modo, moi, l'urbanisme, je le résume à la vie, puisque, en grosso modo, il faut arriver à satisfaire tout le monde tout en se respectant.
tous pour mieux vivre ensemble. Donc forcément, peu importe sa situation, on est impacté par l'urbanisme. Ok, donc là, plus précisément, qui est touché par l'urbanisme? Est-ce que tout le monde aujourd'hui a affaire à l'urbanisme à un moment ou à un autre? Tout le monde. La plupart des gens, à part les initiés, mais la plupart des gens ont affaire à l'urbanisme sans le savoir. Cas pratique, j'achète un bien ou un terrain, je vais chez le notaire, tu sélectionnes ton notaire, le notaire demande systématiquement l'urbanisme parce que la plupart du temps, les biens se trouvent dans des zones urbaines et du coup, la plupart des communes ont instauré un droit de préemption urbain. C'est-à-dire qu'ils sont prioritaires pour acheter des biens ou des terrains dans des zones bien définies. Donc, pour les non-initiés, cette démarche-là, elle est non visible, donc ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'urbanisme, on en a besoin pour l'achat ou la vente d'un bien. On en a besoin pour la rénovation, en fonction de la localisation de ton bien, en fonction de la typologie des travaux que tu veux effectuer. Tu en as aussi besoin pour la construction, tu en as besoin pour les extensions. L'urbaniste en a besoin tout le temps. Ok, très très bien. Est-ce que, alors juste pour rentrer dans le… Petite question, Félix, excuse-moi. C'est intérieur et extérieur. Je pense que c'est peut-être important de le préciser parce qu'on pense souvent à l'extérieur, mais est-ce que l'intérieur aussi est impacté par l'urbanisme? Ouais, l'intérieur peut être impacté si tu te retrouves situé dans une zone, par exemple dans un secteur protégé ou aux abords des monuments historiques. Voilà, dans les zones ultra sensibles, même l'intérieur est aussi soumis à autorisation puisque le but en fait du législateur à travers le code de l'urbanisme, c'est de dire il y a un patrimoine français, il est riche. Et du coup, il faut le préserver. Et chacun a son rôle à jouer par rapport à ce patrimoine. Donc, à partir du moment où tu te retrouves à proximité d'une église, la plupart du temps, puisque la plupart du temps, elles sont classées, dis-toi que l'urbanisme, c'est encore plus, parce que tu as un niveau où, que ce soit intérieur ou extérieur, secteur sauvegardé, oui, c'est soumis à autorisation. Et il y a énormément de personnes qui ne le savent pas. Et il y a énormément de personnes, du coup, qui sont en danger. Ok. Alors, question que je… Enfin, petit tips peut-être ou petit détail à clarifier. Ouais. Un notaire, dans le cadre d'une transaction, qu'est-ce qu'il demande grosso modo à l'urbain? Oui. Qu'est-ce qu'il demande au service de l'urbanisme en fait pour s'assurer que la transaction est clean et que tout va bien? Alors, le notaire, souvent, il va demander un certificat d'urbanisme informatif pour savoir à l'instant T le zonage, les taxes qui s'appliquent au terrain, parce qu'il y a toujours de la taxation, on est dans le pays des taxes. Et il va aussi demander ce qu'on appelle la déclaration d'intention d'aliéner, donc la DIA. Donc, c'est à travers ce document-là qu'il va dire à la commune, par exemple, si on prend le cas, Joël, tu es en train de me vendre quelque chose, on va dire, Monsieur Viglot est en train de vendre à Monsieur Gomis un bien immobilier et je vous demande à la mairie, est-ce que vous voulez utiliser votre droit de préemption urbain? La mairie a 2 mois pour donner sa réponse. Donc, du coup, si la mairie dit « j'ai envie de préempter parce que j'ai un projet d'intérêt général » ou « j'ai un projet avec une tierce personne et j'ai envie de placer ça pour l'aménagement, pour la politique de mon territoire », grosso modo, la vente ne se fait plus du coup avec le vendeur initial, mais elle va se faire avec la mairie. Voilà. Avec la collectivité, ouais. Tout à fait. Genre, si on reprend ton exemple tout à l'heure d'Amazon, imaginons que moi j'ai un terrain qui me plaît, je vais l'acheter, et Amazon débarque. Dans les 2 mois, là, la mairie pourrait dire attends, finalement, on va l'acheter pour le revendre à Amazon. Ce serait un exemple. Ça peut être un exemple, ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, du coup, un projet comme Amazon, c'est beaucoup plus impactant au niveau de l'intérêt général
que ton projet, entre guillemets, simple investisseur. Ok. Ça veut dire qu'en gros, il faut absolument, si je comprends bien, aller regarder les projets d'aménagement des villes pour connaître un peu les intentions des villes, pour connaître un peu les enjeux économiques que la ville veut insuffler à sa commune, ou en tout cas le maire veut insuffler à sa commune, pour peut-être Totalement. aller trouver des opportunités. Exactement. C'est le fait de ne pas maîtriser, en gros, l'urbain, ou de ne pas être accompagné, mais le mieux, c'est de le maîtriser quand même. Parce que l'essentiel des choses, c'est vraiment la compréhension. Parce que si avec quelqu'un qui t'emploie des termes techniques et que toi, tu es largué, en fait, tu es à sa merci. Et grosso modo, si cette personne, elle est bienveillante, bah, elle va t'aider au mieux, mais vous allez pas vous comprendre totalement, vous ne serez pas sur la même fréquence. OK. Donc, il faut un minimum avoir le bagage, c'est-à-dire les bases, comprendre de quoi on parle. Et du coup, le fait de ne pas prendre l'urbanisme en considération, c'est en gros, c'est comme avancer à l'aveugle. OK. On a une question de Nelson, notamment. Dis-nous, Nelson. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire là, comment le fait d'être au courant des projets d'urbanisme de la ville, Oui. en tant qu'investisseur, ça peut nous apporter des opportunités? Dans le sens où, dans ma compréhension, c'est que les projets de la ville, c'est pour la ville. Ça veut dire que s'ils achètent ou s'il y a des choses qui sont faites, c'est dans leur intérêt. Comment ça peut servir notre intérêt d'être au courant Ok, de ces projets-là? d'accord. La ville, son intérêt principal à la ville, c'est d'augmenter l'attractivité de son territoire. Donc, c'est un intérêt, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné, puisque on est tous les habitants de la ville. Après, on a élu une équipe municipale en place à travers des élections, et cette équipe municipale va insuffler sa vision des choses. Donc, à partir du moment où tu as connaissance que, par exemple, il y a, je sais pas, on va te donner un exemple. T'entends qu'il il y a une fac qui va s'implanter à côté dans ta commune. Bah, si t'es pas con, tu vas dire, je vais acheter des terrains qui sont autour, parce que demain, je me dis que s'il y a des étudiants, il faut bien les loger quelque part. Tu vois? Si plus tu as l'info en amont, et mieux tu peux déterminer ta stratégie, et plus vite tu peux contacter la commune, dire bah, écoutez, moi j'ai envie de participer à ce projet-là. Donc, comment, à mon niveau, moi je peux apporter ma pierre à l'édifice, tu vois? Et c'est dans ce sens-là que je ne comprends pas, c'est quel est l'intérêt de la ville? Si on parle franchement, Oui, la ville, il y a des personnes qui travaillent à la mairie, ils ont leurs ouais, contacts. Quel est leur intérêt? Moi, je suis un investisseur, j'arrive, je leur dis, écoutez, voilà, je cherche à investir dans la ville pour redorer, blablabla. Bla, bla, bla. ouais, Pourquoi ils vont pousser des infos à moi alors ouais. qu'ils ont tous leurs contacts et leurs petits papiers? Bah, justement, c'est à toi de bousculer les choses et de montrer que tu as un sérieux. Il faut savoir que c'est comme la ville avec les investisseurs, c'est comme dans un mariage. On peut pas les dissocier parce que la ville, elle a besoin des investisseurs. Parce que les investisseurs vont amener leur puissance financière et un niveau d'expertise aussi avec des projets. Donc, elle va challenger la ville. Et la ville, derrière, si elle n'a pas de projet, la ville, elle meurt. Tu vois? Donc, du coup, elle a tout intérêt de s'appuyer et vice-versa dans les deux sens avec les bons investisseurs pour justement insuffler cette attractivité, ce dynamisme. Ok. Et est-ce que, par rapport à ce que tu dis, je comprends bien, mais Ouais, est-ce que ça, c'est valable aussi dans des villes qui sont déjà tendues, en fait? Par exemple, on sait très bien, il y a des villes où acheter un appartement, c'est compliqué parce que tout est en off, 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 off. mmh, Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un dynamisme d'investissement. oui, Dans ces cas-là, en fait, quel est l'intérêt dans le sens où, de toute façon, c'est attractif.
Tout à Ouais, c'est fait. pas ça que je veux dire. Donc, ouais, je vois parfaitement. Si on prend le cas, par exemple, Paris et région parisienne, c'est beaucoup plus tendu qu'en province. D'accord. Et c'est pour ça que si tu regardes bien à Paris, quand tu te promènes, ou même en région parisienne, souvent, ça se joue entre grosses têtes. C'est-à-dire, tu vas voir Ekiti, Bouguimo, Kaufman. Souvent, c'est les mêmes promoteurs que tu vois. Donc là, on est vraiment dans la cour des grands. Donc, pose-toi juste la question, pourquoi eux, ils sont tout le temps là? C'est parce qu'ils ont l'info bien avant que toi, tu te réveilles, tu vois. On est d'accord. Tu vois? Donc, du coup, ils ont fait un maillage, ils ont fait un quadrillage du secteur. Donc, ils sont bien implantés. Donc, à partir de là, vu que tu n'es pas encore dans cette cour-là, bah, il faut aller taper dans la province, réellement. Ok, donc tu L'opportunité, réponds à elle ma est là. question. Ok, tu réponds à Parce ma que question. c'est dans ta politique d'investissement. Je veux dire, dans les grosses métropoles, c'est tellement tendu que il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent. Yes. Ok. Je vais Et rebondir juste sur ce que tu es en train de dire. après, c'est sorti, c'est parti. Ouais, ouais. Non, mais tu réponds à ma question, parce que c'est ça où j'arrivais pas à comprendre. C'est pourquoi moi, je me positionnais dans ma ville, tu vois, et je vois comment le marché il est. Je me dis, bon, c'est intéressant. La semaine prochaine, je vais aller à la mairie. Mais je me dis, mais ça va déjà trop vite. Pourquoi moi, ils vont m'écouter? Tu vois? Mais maintenant, si tu me dis qu'effectivement, la province, à ce côté où on veut redynamiser, ça a plus Totalement. de sens et ça Totalement. s'applique moins en région parisienne. Et après, c'est une question de présentation aussi, même dans des secteurs tendus. Je veux dire, avant toute chose, il faut comprendre que c'est une relation humaine. Bien sûr. Toi, tu viens, tu viens, tu te présentes avec un service instructeur, tu te présentes avec un directeur de l'urbanisme, tu te présentes avec un adjoint à l'urbanisme et tu te présentes avec le maire. Déjà, tu as cette démarche de venir te présenter. Tu vois, par rapport aux personnes, les gens aiment ça, puisque tu viens, tu te présentes, tu expliques ce que tu essayes de mettre en place et tout. Tu arrives avec humilité et tout ça. Donc, la ville, elle peut très bien te donner ta chance et dire, bah, OK, on travaille avec les gros, mais on va aussi ouvrir le champ parce que plus on a d'investisseurs, mieux c'est. Ouais. Parce que forcément, l'attractivité du territoire, elle monte encore plus. Et forcément, qui te dit plus d'habitants, te dit plus de taxes. Qui te dit plus de taxes, te dit plus de services à proposer. Qui te dit plus de services, dit l'attractivité, elle monte. Et voilà, c'est sans fin, quoi. Ça Ok. veut dire en gros qu'avec la connaissance que tu auras des projets d'aménagement de la ville, peut-être que pour toi, ce serait intéressant de te rediriger vers des projets d'habitation ou des projets professionnels. Ça peut être des locaux commerciaux que tu rachètes. Ça peut être éventuellement d'autres projets. Alors, il y a une question que j'ai, il m'a été posée, en gros, c'est-à-dire que effectivement, on a parlé de zones tendues tout à l'heure. On a parlé de possibilités d'aller anticiper ces enjeux-là sur les petites communes ou les communes à taille moyenne. Oui. Mais dans le discours, on a l'impression que c'est uniquement pour les gros budgets. Non, c'est pour tous les budgets parce qu'il y a tous les projets. Donc, il faut réussir à analyser les projets de manière à se positionner à son échelle. Soit Exactement. dans des zones tendues, soit dans des zones qui sont pas tendues. C'est ça. Très bien. C'est sûr que si tu arrives, tu dis, moi, j'ai un budget, je suis prêt à mettre 10 millions sur la table, bah, je peux t'assurer que 3/4 des communes, elles vont t'écouter. Super. Commune à taille moyenne ou commune à petite taille. Ah, bah, une commune même un peu plus grande, parce que je veux dire, un projet à 10 millions, Ouais. c'est pas un petit projet, quoi. Et comment un petit investisseur peut aller… En fait, la question, c'est… Et ça, on ne pourra pas la répondre dans tous les cas, je pense, aujourd'hui, puisque le but du jeu, c'est de comprendre l'intérêt économique et de savoir comment se positionner. Tout le monde n'a pas de gros budget à 1 million. Là, on touche une population aujourd'hui qui peut-être va nous écouter, mais qui ne peut pas lever 500 000 euros, par exemple, directement tout de suite. Avec, selon toi, selon ton expérience d'instructeur à ADS, avec 200 000, 300 000, est-ce qu'on peut impacter le projet d'une ville? Sachant que moi, je connais des villes à 80 habitants, comme Oui. des villes à
enfin, là, on voit des villes à 400 000 habitants, voire plus. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a un petit budget, en gros, et qui, en l'occurrence, voudrait se servir en fait de l'urbanisme, en tout cas à la connaissance des projets d'aménagement des villes pour en faire quelque chose? Bah, si tu as un petit budget, il faut être malin. On dit, quand tu n'as pas d'argent, quand tu as moins d'argent, tu as des idées. Hein. Il faut peut-être cibler des villes avec des budgets moindres, des villes en devenir, des villes où tu as entendu que peut-être comment, il y a un local commercial qui va s'implanter, tu vois, ou peut-être changer de stratégie. Si, Un centre admettons, commercial même, puisque là, pour le coup, ouais, enfin, exactement. Non, mais je veux dire, par exemple, on va prendre un cas concret. Tu as un budget de 200 000 euros aujourd'hui. Tu sais pertinemment que tu vas pas forcément aller sur du commerce, pas sur de la nouvelle construction de commerce. Tu seras sur de la rénovation. Et là, il faut trouver des locaux, mais pas très chers. Donc, ça veut dire que, faut regarder des communes qui sont en périphérie de métropole, donc qui sont à aller entre 20 et 25 minutes. Après, je ne parle pas des grosses métropoles, hein, je parle plutôt d'agglomérations, des villes où, par exemple, tu as une population entre 60 et 80 000 habitants. Dans ces régions-là, tu as des communes qui sont en périphérie, des agglomérations au centre. Et là, peut-être que tu as du business à faire dans le sens où dans ces communes-là, il n'y a pas beaucoup de commerce, par exemple. Donc, tu peux essayer de rénover des locaux commerciaux pour essayer d'implanter. Bon, en ce moment, c'est compliqué, les boulangers, par rapport à l'énergie, mais des petits commerces de proximité, que ce soit des petites supérettes ou des petits Vival, par exemple. Et ça peut être, tu peux gagner ta vie comme ça. ouais, on ne définira pas le projet de la personne en question, mais bon, ça donne déjà des idées sur ce qui est possible, en grosso modo. Donc, alors, de ce que je comprends aussi derrière, ça veut dire que c'est avec ce qu'on pourrait savoir de l'urbanisme, on pourrait très bien aller sur de l'habitation, comme sur du professionnel, comme sur d'autres Totalement. projets d'aménagement. Ouais, il y a rien je veux dire, il y a rien qui est figé. Il faut juste utiliser la réglementation à son avantage. OK. C'est-à-dire, en fonction de la réglementation, je mets mon projet en face et pas Alors, l'inverse. justement, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu utilises la réglementation à ton avantage? Déjà, quels sont les axes sur lesquels on peut utiliser la réglementation à son avantage? On utilise la réglementation pour tout. Tu crois que les avocats, ils existent pourquoi? Ils défendent tes intérêts. Non, mais sérieusement, je veux dire, moi, juste pour ma petite expérience, il y a des investisseurs qui se lancent comme ça, sans aucun bagage, sans aucune formation, sans rien, et ils viennent te voir et ils disent, bah tiens, zone résidentielle, que pavillon, ah, j'ai une idée, je vais monter un R plus 3 et je vais mettre un local commercial en bas et tout, ça va être tip top. Là, j'ai envie de te dire, tu n'as rien compris, tu n'as même pas ouvert le PLU parce que la zone ne te le permet pas. Donc, non seulement tu perds du temps à toi et tu fais perdre du temps aux autres. Donc, ça, c'est le cas de figure. Je veux dire, quand tu vas en mairie, c'est comme quand tu vas à la banque. Mhm. Tu n'as pas 10 000 chances. Donc, il faut que tu arrives en mode, tu sais de quoi tu parles, tu as bossé, quoi. C'est pas au petit bonheur la chance. Ouais. Donc, Alors, d'ailleurs, j'ai un cas concret là sur le coup où vas-y. on a eu. Je t'avais envoyé un client qui, en l'occurrence, t'a posé des questions sur un local commercial qu'il voulait transformer en Airbnb. Bref, suite à ça, il y a eu un petit consulting de ta part et derrière, ils ont réussi à apporter le projet à bon escient alors qu'au départ, la mairie leur disait non. Oui. Ouais, parce Bon, qu'on était dans le cas de figure où c'était une mauvaise présentation. Voilà, c'était une zone, en gros, je me rappelle, il y avait un local commercial en rez-de-chaussée ouais, et avec des habitations au-dessus. Donc, on était sur un immeuble. Je crois il y avait 2 étages, hein, un il truc y comme avait ça. 2 étages, ouais. Ouais, tu vois. Et du coup, en fait, le mec, il voulait transformer ce commerce, la destination commerciale, en destination d'habitation. C'est ça son projet.
Sauf qu'il est arrivé en mairie, il l'a présenté comme ça. Sauf que quand il y a un changement de destination, et ben là, on lui a imposé des places de stationnement obligatoires. Réglementation PLU oblige. Et voilà. Et du coup, son projet n'était plus viable et ce n'était pas possible. Donc, moi, je lui ai suggéré, je lui ai dit, écoute, il faut que tu restes dans cette destination commerciale. Donc, moi, ce que je te propose, c'est effectivement de switcher en habitation, mais avec des services. C'est-à-dire, tu proposes un truc Airbnb avec proposition de linge, proposition de petit-déj et proposition de ménage. Et là, tu restes dans une activité commerciale, du coup, sans changement de destination. Au sens de l'urbanisme. Tout à fait, au sens de l'urbanisme. Je parle toujours au sens de l'urbanisme par rapport à la fiscalité. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes notions. Mais au sens de l'urbain, je veux dire, on n'est pas dans un changement de destination à ce moment-là, puisque l'usage est toujours commercial. Et lorsqu'il a présenté ce projet-là à la commune, bah, tout de suite, ça n'a pas posé de souci. Et il a eu gain de cause. Donc, c'est chaque mot a son importance. Ce qui veut dire qu'il faut connaître le vocabulaire pour savoir présenter son projet, etc. OK, ça, c'est le premier avantage, utiliser la loi à bon escient pour maintenir quand même un projet dans lequel on s'est engagé. On pensait que c'était possible. Et là, on rattrape un coup. Exactement. En l'occurrence, était censé nous faire perdre le projet, grosso modo. C'est ça, c'est ça. Après, quand c'est rattrapable, OK, oui, pas de c'est pas souci. miracle pour le coup, en fait. Mais il y a des fois où ça ne l'est pas. OK. Deuxième cas de figure où je sais, on en a discuté longuement, où en fait, avoir une bonne connaissance de l'urbanisme, ça a son importance, c'est sur les notions de délai. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu cet aspect, en gros? Tu vois, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Tu achètes chez le notaire, tu dis, moi, j'insère la clause par rapport à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. OK. Et bah, si ton projet concerne une maison d'habitation individuelle, tu sais pertinemment que le délai d'instruction, il est de 2 mois. Bon, déjà, ça, il faut le savoir. Donc ça, voilà. Donc ça veut dire que si ton notaire te dit, ou si le vendeur presse le notaire en disant, on peut faire la vente très rapidement, il n'y a pas de problème et tout, bah déjà, tu peux dire, écoute, on ne peut pas faire la vente très rapidement puisque le délai de droit commun, il est de 2 mois à compter de la réception d'un dossier complet. Sans compter si tu es dans un périmètre des monuments historiques, et c'est la plupart du temps, c'est le cas. En France, il y a énormément de monuments. Et ben là, tu as une majoration d'1 mois supplémentaire. Donc, tu sais déjà que pour obtenir ton permis concernant une maison individuelle, le délai va passer à 3 mois, à compter du jour du dépôt du dossier et que le dossier soit bien complet. Donc déjà, tu sais que par rapport à ton planning, au minima, tu as 3 mois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le délai pour purger. C'est-à-dire le délai pour que ton permis soit bien valable, sans souci, en toute sérénité. Voilà, il faut laisser aussi le délai de recours des tiers. Donc, pour le voisinage, par exemple, c'est 2 mois et 1 jour à compter de la date d'affichage. Donc, potentiellement, si tu fais tout le process, là, on est déjà à 5 mois et 1 jour. Si tu as reçu la réponse dans les 3 mois, dernier jour des 3 mois, plus les 2 mois et 1 jour, on est déjà à 5 mois et 1 jour. Et en plus, il ne faut pas oublier que personne n'est infaillible, l'erreur est humaine. Si, admettons, l'administration t'a accordé une autorisation et qu'elle se rend compte qu'au final, qu'elle s'est trompée et qu'elle est illégale, eh ben, l'administration a 1 mois supplémentaire après, je veux dire, c'est-à-dire elle a 3 mois après t'avoir accordé le dossier pour te dire, au fait, monsieur, on s'est trompé, c'est pas vous. Donc, potentiellement, tu sais que tu peux partir sur un délai de 6 mois. OK.
Et là, par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport, imaginons, il y a, je vais prendre un exemple qui est simple, là, j'ai visité, je fais des visites la semaine dernière et il y a un bien que l'agent IMO me présente. Oui, Il me dit, bah voilà, il y a cette maison, mais il y a la toiture à refaire. oui, Est-ce que dans ce cas-là, on peut oui. se retrouver dans la situation que tu viens de citer? Totalement. Donc, réfection de toiture, c'est soumis à autorisation puisque ça modifie l'aspect extérieur. Ouais. Voilà. Donc, c'est soumis à déclaration préalable. Donc, le délai de droit commun, il est de 1 mois, puisque c'est un dossier qui est moindre qu'un permis de construire. Donc, délai de droit commun, 1 mois. Mais si on est dans le périmètre des monuments historiques, le délai passe à 2 mois. Et pareil, derrière, c'est le même process, Il y a le c'est-à-dire recours des tiers. le recours des tiers, 2 mois et 1 jour à compter de la date d'affichage, et le recours pour le retrait administratif pour l'administration si elle s'est trompée, ou si l'acte est illégal, c'est 3 mois. Alors, quel conseil tu peux donner, par exemple, à un investisseur dans la peau de Nelson, là, en l'occurrence Nelson, par exemple, Oui, pour se couvrir face à une situation telle qu'elle? consulter le PLU. OK? Il faut être Donc, sûr, premier lieu. avec certitude. Par exemple, si ton PLU te dit, je connais pas la zone et tout ça, mais traditionnellement, on va dire, la toiture sera composée de 2 pentes couvertes d'une couverture d'un ton rouge vieilli, par exemple. Donc, tu peux pas venir et dire, bah, je vais enlever la toiture et je vais mettre une toiture terrasse. Ça, c'est pas possible. Hmm. Tu peux pas venir et dire, oh, j'ai envie de mettre une toiture en ardoise. La zone ne te le permet pas. Juste le fait de consulter le PLU, qu'on est dans le bon zonage, qu'on sait les servitudes d'utilité publique et que on connaît le processus et on connaît la réglementation, déjà, tu vas dans la bonne direction. Tu ne tapes pas à côté. OK. Mais, Donc, ça, c'est même avant de se prononcer, Même avant de visiter. même avant de visiter. et si on va plus loin, là, imaginons, j'ai regardé le PLU, ah ouais, ok, bon, il faut mettre ça comme brique ou il faut mettre ça comme tôle ou peu importe. Donc, j'ai l'information, Ouais. mais les délais que tu as donnés ne changent pas. Ah, les délais ne changent pas. Après, je t'annonce les délais max. T'annonces les délais max. OK. Maintenant, toi, cas de figure classique, tu te dis, ouais, l'appart, il me plaît et tout. Tu connais à peu près, je veux dire, quand tu cherches sur Internet, tu arrives à trouver par rapport à une photo, tu arrives à trouver, en plus, si c'est ton secteur, tu connais bien ton secteur, donc tu arrives à te repérer, plus ou moins. Même si les agents immobiliers cachent, tu arrives à, voilà, s'il y a une photo de l'extérieur, le point de vue, tu reconnais, tu dis, c'est dans ce secteur-là. Voilà, une fois que tu as ciblé ça, donc tu as une information, tu as un zonage, tu sais quelles sont les contraintes qui peuvent être imposées. Rien ne t'empêche, à ce moment-là, au moment de la visite, de dire à l'agent immobilier, est-ce que le propriétaire me donne l'autorisation de déposer tout de suite une autorisation d'urbanisme? Et ça Et peut là, être une des conditions qu'on peut rédiger dans l'offre. bah, mais même, tu n'as même pas besoin de cette condition-là dans l'offre. C'est que l'agent immobilier, il fait la connexion et le mec, il te fait un courrier s'attestant que tu as le droit de déposer une déclaration préalable pour la réfection de la toiture, par exemple. OK? Et à ce moment-là, tu peux déjà déposer le dossier. Puisque pour pouvoir déposer un dossier, il faut être dans les 4 cas. C'est-à-dire, soit tu es propriétaire du bien ou du terrain, soit tu es mandataire du propriétaire, soit tu es d'utilité, bah, soit c'est pour une expropriation, ou soit c'est pour cause d'utilité publique. Donc, à partir du moment où tu as l'autorisation du propriétaire pour déposer une autorisation écrite, hein, pour déposer un dossier, déjà, tu peux espérer gagner du temps. Parce que plus tôt tu déposes ton autorisation, et plus tôt tu as des chances de l'obtenir. Enfin, qu'on te donne réponse. Donc déjà, en fait, tout est une question d'organisation. Tu te dis, moi, j'ai repéré ça. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment je dois le faire. OK. Le process, il se met en place. Le bien, il me plaît et tout. D'accord. Je dois déposer des autorisations. Bah, j'ai une équipe autour de moi, que ce soit un architecte ou un dessinateur, ou voilà, mais
faut que je sois ultra réactif. Je peux avoir un cabinet de conseil aussi et d'expertise des autorisations d'urbanisme à côté de moi. Il ne faut pas oublier KPDS. Non, mais autres. Et du coup, je peux déposer le dossier tout de suite. Et le temps de préparer ma négo avec l'agent immobilier ou la personne en direct, et le temps d'obtenir le rendez-vous chez le notaire, tu peux peut-être déjà avoir la réponse. Tout est une question d'organisation. J'ai une question. Admettons que tout ça, tout ce processus-là, on le fait. Ouais. Et au niveau du financement, ça capote. Alors que l'autorisation, plus ou moins, bon, a été accordée par la suite. Et comment ça se passe? Est-ce que si les travaux sont faits ou pas, C'est pas possible que le financement capote. Pour la simple et bonne raison, on est en mode investissement, on raisonne comme un pro. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du hasard, on n'est pas dans de la chance, c'est que tu connais déjà ton financement. Donc, tu ne peux pas me dire que ton financement, il a capoté. À partir du moment, après moi, c'est mon état d'esprit. Je pense que Joël, en tant que fiscaliste, il a le même aussi. Je veux dire, tu ne peux pas arriver en mode « Ah, je n'ai pas le financement ». Ce n'est pas possible. Quand tu vas chez le notaire, tu sais déjà que tu as ton financement. Sinon, tu ne vas pas chez le notaire. Je veux dire, on n'est pas dans le monde où on a vu de la lumière, on se pose tranquille. Non. On est pro, j'ai mon financement, je sais, je connais mon budget, je suis dans mon budget, ça ne va pas poser de problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu es en mode « Ah, je vais visiter, mais après je cours à la banque pour savoir si c'est OK », déjà, tu te mets un stress monumental. Tu arrives, qui dit précipitation, bah, tu vas faire une présentation dégueulasse. Qui dit présentation dégueulasse, te dit, bah, tu n'auras pas ton financement. Alors que si tu arrives en amont, tu dis, bon, voici mon projet, voici mon profil, j'ai envie de me lancer dans du locatif, j'ai trouvé des partenaires financiers, quel budget vous m'allouez? Ils vont te dire, on t'alloue par exemple 200 000 euros. Tu sais que si tu vas visiter un bien à 150 000 euros, c'est OK. Et dans les clous. Et sachant que normalement, si un agent immobilier il fait bien son job, il ne va pas te faire visiter tant que tu ne lui as pas apporté une preuve de financement. Parce que le mec, il n'est pas là pour te faire visiter, il n'est pas là pour. C'est pas un guide touristique. Hein. Non, Aimé, quand tu pars en visite, tu demandes t'as ton financement ou pas? À l'aide de confort. Totalement Ok. aussi. Très bien. Alors, dernière chose sur lesquelles je voulais aborder, moi je pense que ça vaut le coup aussi de signifier le pourquoi avoir une bonne connaissance de l'urbanisme, entre autres, c'est qu'elle permet également à des moments donnés de négocier en gros en face d'un vendeur. Est-ce que tu peux, d'une manière générale, brosser un tout petit peu à quel moment l'urbanisme peut être intéressant pour un investisseur dans le cadre d'une négociation? Ok. Cas de figure classique. Tu arrives, tu visites un bien, tu repères, il y a un petit peu de réno qui a été faite. Tu regardes le vitrage, tu regardes les ouvertures, ok. La personne, pour valoriser son bien, elle va te dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça comme travaux, j'ai entretenu mon bien. Pour essayer de le vendre au maximum. Toi, tu prends toutes ces informations-là, ok. Vu que tu connais le processus et tu sais ce qu'il faut demander, les autorisations qu'il faut avoir, donc à ce moment-là, à la fin, tu te dis, bon, bah, c'est très bien tout ça, mais elles sont où les autorisations? Et là, bah, 3/4 du temps, le mec, il va commencer à avoir chaud. Il va dire, comment ça, quelle autorisation? Et là, toi, tu vas jouer de la réglementation. Après, il y en a, ils vont dire, bah, t'es un enfoiré. Mais après, c'est comme ça. La meilleure arme, c'est la connaissance. Hein. Donc, tu vas dire, bah, sauf que là, selon les textes, vous êtes en infraction. Donc, imagine, tu es tout seul sur le coup, sur l'affaire. Bah, dans la période de négociation. Et dans la période de négociation, tu peux réellement dire les choses, dire, attendez, moi, le bien, il m'intéresse, mais si je l'achète dans ces conditions-là, je vais me retrouver dans une galère avec la commune.
OK, moi, je suis prêt à prendre ce risque-là, mais moyennant la baisse du prix. Moi, j'ai une question, moi, parce que j'ai eu à visiter un bien là, Ouais, où, les propriétaires, en fait, ils ont cassé une chambre pour agrandir le salon. OK. Moi, j'ai demandé justement s'il y avait des autorisations à cela. La Joimo m'a donné une réponse qui ne m'a pas satisfaite. M'a dit que tout ce qui est travaux en intérieur ne mérite pas déclaration d'urbain. Ça dépend déjà, en fait, en gros, pour l'intérieur, ça dépend des travaux que tu vas effectuer. Si tu touches à des structures porteuses, soumis Oui, à c'est ce permis qu'elle de m'a dit, construire. ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Si ça touche des structures porteuses, effectivement, là, il y a C'est soumis besoin. à permis de construire. OK? Voilà. Mais si ça ne méritait pas, en fait, c'était du placo. Enfin, du Ouais, bah, si c'est juste du placo, c'est pas des structures porteuses et que tu n'es pas dans un secteur sauvegardé, Mhm. c'est pas soumis à autorisation. Les Ok, travaux intérieurs. ça veut dire qu'il faut juste vérifier, effectivement, à ce moment-là, on peut toucher à l'intérieur, mais si c'est soumis sous des zones protégées, Ouais, ça mérite autorisation. exactement. Ok, très bien. En secteur sauvegardé, c'est même les travaux intérieurs sont soumis à autorisation. Très Euh, bien. je te- Yes. Ça va être le R421-17, celui-là. Attends. Une question de Sylvain et après on passe peut-être en mode atelier. L'idée c'est de voir un peu comment on peut lire le PLU. En tout cas, quels tips tu peux nous donner pour la lecture du PLU. On a aussi avec Félix, on s'est rendu compte que la FISCA et l'URBA sont deux enjeux majeurs pour l'investisseur, en tout cas qui peuvent permettre en gros de maximiser les profits. Et on vous a préparé un petit truc tout à l'heure, on vous la montrera. La question de Sylvain, c'est maintenant. Bienvenue Sylvain, comment vas-tu? Salut Joël, bonsoir tout le monde. Moi, j'avais une question. Comment dire? Imaginons que je vais visiter une maison qui fait 120 mètres carrés. Oui, Il y a un sous-sol de 120 mètres carrés et je m'aperçois qu'en fait, le sous-sol n'a pas été déclaré. Je peux demander effectivement une baisse du prix, mais qu'est-ce que je risque à acheter la maison qui fait 120 mètres carrés sans avoir déclaré le sous-sol si je la récupère? Alors, Ah, petite correction et éventuellement complément d'information. Est-ce que, Sylvain, le sous-sol n'a pas été déclaré comme habitation? Parce que déclaration, il faut savoir ce que c'est. oui, C'est une construction neuve, une maison qui a été construite. Ouais. Et aux impôts, en fait, et déclarer la surface habitable, voilà. Mais le Donc, le sous-sol, premier niveau, voilà. Mais le sous-sol, il a été creusé. Il fait toute la surface de la maison, mais il n'a pas été déclaré. il a été aménagé comment, le sous-sol? Il y a, il y a deux chambres, enfin deux studios, enfin deux petites chambres, une salle de jeu. D'accord. Et Donc, le puis, sous-sol a été aménagé en habitation. bah, oui, ouais. Il y Ouais, a deux chambres. c'est pour ça, en fait, c'est important de préciser cette partie-là, parce que du coup, la réponse de Félix sera en fonction de ce que tu auras précisé comme info là. donc la Ah, bah, construction. pour être totalement transparent, voilà, c'est quelqu'un de ma famille qui cherche à vendre sa maison, qui l'a construite il y a 12 ans. Et je l'ai alarmé sur le fait, je lui dis fais gaffe, ta baraque, enfin, le sous-sol, il n'est pas déclaré. Tu vas te mettre dans la merde. Et il dit mais non, t'inquiète, ça passe crème. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais avoir enfin, voilà. D'accord, donc par rapport à ton ami, les travaux se sont arrêtés quand? Il a terminé quand les travaux? Ah, mais la maison, elle a 12 ans, donc ça fait 12 ans que le sous-sol est existant. Ça fait 12 ans que le sous-sol est existant. Ah bah oui, Et le ok, sous-sol, il a été créé en même temps que la maison. Donc d'accord. Et dans les plans, par ouais. exemple, dans les plans du permis qu'il a Ça, obtenu ça, pour construire, je sais pas si j'ai pas vu les plans et je lui ai pas posé la question, enfin, j'avais pas cette connaissance-là, tu vois, j'ai même pas pensé à lui demander. ok, Mais j'imagine que si c'est pas connu des impôts, ça doit pas être sur les plans. totalement, ok. Mais c'est enfin, c'est Après, bizarre. Après, par rapport à la connaissance des impôts, je veux dire, personne n'est infaillible et les impôts n'ont pas forcément toujours les bonnes informations, surtout au niveau des métrages, puisque le temps que les impôts obtiennent l'information, il y a pas mal de choses qui peuvent être réaménagées dans la maison et il y a pas mal de changements d'usage qui peuvent se faire. Là où c'est inquiétant, c'est qu'en fait,
il a déposé un permis pour 120 mètres carrés de surface habitable, donc de surface de plancher. Et grosso modo, il en a 240. C'est ça, Ouais. si je comprends bien la chose. C'est ça, ouais. Donc, ça veut dire que là, le mec, en gros, ton pote, il peut même pas bénéficier de la prescription, puisque si c'est pas déclaré et qu'il a obtenu une autorisation, ça veut dire qu'il a fraudé au niveau de l'autorisation. Parce qu'à mon avis, si on lui a, si faut regarder après le dossier, hein, mais je dis bien avec des si, parce que s'il a eu un permis de construire, par exemple, où il a juste indiqué 120 mètres carrés et non pas les 240, là, il y a une fraude. D'accord. Tu vois? En fait, en grosso modo, ce que tu déclares, ça doit être la vérité. Et rien Oui, que bah la oui. vérité. Donc, peut-être que lui, ça se trouve, dans les plans, il avait mis au départ un vide sanitaire. La vide sanitaire de 120 mètres carrés. Ah non, 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 mais des fois, non, mais tu peux avoir un vide sanitaire de 120 mètres carrés de superficie, ça, c'est pas grave s'il prend toute la maison. Mais je veux dire, un D'accord. vide sanitaire, il a une hauteur maxi de 1,50 m. Tu n'es pas censé pouvoir te mettre debout dans un vide sanitaire. Ouais. Alors que là, je pense que son sous-sol, on peut se mettre debout, on est à l'aise, quoi. Il y a plus d'1,80 m de hauteur. Voilà, comme ça, je pense que ouais, on a de 20, de 50 peut-être. Ah ouais, donc il y a plus d'1,80 m. Donc oui, c'est de la surface c'est de la surface de plancher. Mais Et par contre, bah, il a été aménagé avec les chambres et la salle de jeu, il a été aménagé après la construction, peut-être 4-5 ans après, quoi. ouais, mais il faut voir si, en grosso modo, le plus important, c'est de savoir quelle est la superficie qui a été déclarée. S'il a déclaré 240 mètres carrés dans son permis, il est dans les clous. Je veux dire, son sous-sol, il n'y a pas de changement de destination puisqu'il est affecté à la maison. C'est juste qu'il aurait Voilà. dû déclarer l'habitation. Enfin, C'est le juste fait que. qu'il aurait dû faire une déclaration préalable pour dire il y a un changement d'usage par rapport au fait que c'était le sous-sol, peut-être c'était quoi? C'était un garage, non? Ouais, de base, c'était un garage, ouais. Ouais, donc oui, ça c'est soumis à autorisation puisqu'il doit déclarer qu'il y a eu un changement d'usage. Ouais, mais je pense que c'est. Je pense que. Au mieux, hein, au Ouais, mieux, il doit déclarer que c'est un changement d'usage. Au je pense pire, à mon avis, je pense que c'est plus ça. Il l'a déclaré comme sous-sol garage et que maintenant, en fait, pour éviter, parce que je sais pas, mais j'imagine que si tu le déclares en habitation, du coup, tu te prends une augmentation au niveau de la taxe foncière et que ouais. comme il voulait pas l'augmentation, bah, il l'a laissé en sous-sol de base, garage, Mm. et puis il a rien touché, quoi. Mm. Mais par contre, la problématique de ces changements d'usage, c'est que, grosso modo, il avait du stationnement qui était affecté à un dossier pour X mètres carrés déclarés ou X Et mètres. il y a toujours des voitures dedans, hein. Eh, il y a toujours des voitures dedans? Ah ouais, il y a deux voitures qui rentrent, facile, hein. Ok. Donc, après, il faut juste regarder au niveau du PLU si les places de stationnement imposées sont bien respectées. Mhm. À partir de là, il faut qu'il vérifie au niveau aussi de son permis si c'est bien les 240 mètres carrés qui ont bien été déclarés, tu vois. Et là, après, c'est juste un changement d'usage une déclaration préalable pour changement d'usage. Et imaginons, moi je suis le futur acquéreur, il me dit rien, je l'achète en l'état et les impôts me tombent dessus. En me disant, monsieur, bah, c'est de l'habitation alors que c'est déclaré en garage. Qu'est-ce que je risque alors que c'est pas de mon fait, c'est pas de ma faute. Si... Moi je l'ai Oui, acheté comme ça. mais Après, c'est monsieur le fiscaliste qui va te répondre. Je sais pas s'il a entendu. ah, bah ouais, non, mais c'est vrai que côté acquéreur aussi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que je risque en achetant ce bien-là qui a été de base mal déclaré. Et Ouais. comme moi, imaginons que je ne connais pas la loi et que je prends Oui, pour non. argent comptant ce qu'il m'a dit, Hmm. bah, je suis biaisé. Voilà, enfin, je me fais avoir alors que bah, je voulais faire bien, quoi. J'étais Ah ben, Après, honnête normal. et après, comme il a dit tout à l'heure, je pense que quand tu achètes ce genre de bien, effectivement, tu joues sur la règle, tu joues sur la, enfin, je vais du coup prendre l'exemple d'un bien qu'on est parti évaluer avec l'équipe un peu plus loin, genre du côté de Poitiers. J'ai un copain qui a acheté une maison il y a quelques années, il s'est fait avoir. D'accord? Lui, il n'avait pas la connaissance du PLU, etc. Donc, il souhaitait vendre. Donc,
on lui a dit qu'il fallait qu'il puisse remettre du coup, le bien en état, comme la déclaration de base l'indiquait, pour qu'il puisse éventuellement vendre. Parce que le futur acquéreur, il va faire quoi? Il va jouer sur le prix annoncé, mais si la personne prend le risque de cela, c'est-à-dire que déjà, il va gagner peut-être, je sais pas, en termes de travaux, je ne sais pas combien il va gagner, mais la mission du futur acquéreur, c'est de faire la régule. Parce que si jamais ça retombe sur lui, ben, il sait pertinemment que il avait acheté un bien qui était déjà en défaut de départ. Ouais. Après, après, ça va dépendre encore d'une autre situation. Est-ce que c'est régularisable ou pas? Ça, c'est autre chose après. Mais dans tous les cas, quand tu es conscient de ça, il faut dire que, OK, je fais peut-être une négo forte, mais derrière, il faut que j'assume après les conséquences derrière. On va pas se retourner contre le propriétaire, Non, le parce que toi, tu le premier. savais. Bah non, toi, tu le savais. Et je veux dire, c'est une question d'information. Si c'est bien mentionné dans l'acte authentique par le notaire ou que tu achètes la maison en toute connaissance de cause, en l'état, avec ses défaillances par rapport à l'administration, tu ne pourras pas te retourner contre ton vendeur, puisque D'accord. tu l'achètes en connaissance de cause. Par contre, si ce n'est pas mentionné, effectivement, tu pourras essayer de te retourner contre ton vendeur, mais tu vas te lancer dans une procédure longue, qui peut être très coûteuse. Et imaginons que le vendeur, il a quitté le territoire français et est parti à l'étranger. Bah, bonne chance. Tu vois? Ouais, ouais. Donc là, effectivement, quand tu as une connaissance comme ça, le mieux, c'est de régulariser la situation parce que normalement, faut savoir que l'administration, au sens large, avec un grand A, c'est grosso modo, prouve-moi que tu dis vrai. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si tu ne me prouves pas que tu dis vrai, C'est faux. bah, il faut bien que quelqu'un mange. Ouais, bah oui. Donc, c'est toi. Ok. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, d'où l'importance de bien connaître la réglementation et de bien connaître l'aspect fiscal parce que par rapport à la fiscalité, lorsque tu es en infraction, ils peuvent refaire un reliquat jusqu'à 3 ans en arrière. Mmh. Bah, tu vois, Joël, ça rejoint ce que je disais ce midi, de l'intérêt de s'y connaître, au maximum au niveau de l'urbain et comme quoi cette réunion de ce soir, elle est super importante parce que des choses comme ça, bah, si tu connais pas, ben, tu avances tête baissée, tu te dis: «Yallah, on y va» et puis, tu te retrouves 2 ans après, les impôts, ils font toc toc et puis, bah, c'est toi qui raques, voilà, parce que tu as acheté en connaissance de cause. Ça. Donc Et c'est ce qui s'est passé à Poitiers. mmh, À Poitiers, le mec, c'était mentionné clair dans l'acte authentique qu'il achetait la maison avec les défaillances au niveau de l'administration. et ça peut pas être considéré comme vice? Pas C'est vice pas un caché, vice. mais C'est pas un vice, tu le sais. Bah, Sylvain, c'est marqué noir sur blanc sur l'acte authentique. Mais voyons. C'est toi qui prends la responsabilité de te dire, bah, je prends le truc défaillant. C'est comme quand on te dit pour une vieille pour une vieille voiture, je vends la voiture en l'état. ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est en Ça l'état. veut dire ce que ça veut dire. Tu vois. Ouais, bah, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. OK, bah, merci beaucoup. Pas de quoi. Yes. Justement, Félix, je t'ai ouvert quelque chose que tu connais très bien. Euh, le PLU d'Auxerre. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour justement aborder le contenu? C'est quoi le PLU en fait? Quel document est adossé en gros à une collectivité et qui régit l'urbanisme? Il y en a plusieurs, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Et justement, souvent on parle de PLU. Est-ce qu'on peut regarder de près ou de loin quelques tips et astuces justement liés au PLU? Bah ouais, avec plaisir. Moi, Ok. j'ai une question par rapport à ça déjà, juste Oui. d'entrée de jeu. Il a mentionné tout à l'heure, le
le zonage, non, en gros, on a parlé tout à l'heure des investisseurs qui peuvent aller voir la mairie pour savoir est-ce que, avec ce Fait. montant, etc., on peut éventuellement rentrer dans le game sur les projets d'attractivité ou en termes de projet de la ville. Et Oui. où on s'informe par rapport à ça? Est-ce que c'est le PLU qui nous le dit? Est-ce que c'est autre chose qui nous le dit? Le, le PLU va te donner une indication, puisqu'en fait, il faut savoir que tous les PLU sont composés de la même façon. Grosso modo, un PLU est toujours constitué alors avec un rapport de présentation qui va te dire, grosso modo, le diagnostic et les pièces, tout ce qui est justification. C'est l'état de la commune. Le nombre d'habitants, la densité, la superficie, le nombre de logements, toutes les informations qui sont recensées pour la commune. Ensuite, vient un projet d'aménagement et de développement durable. C'est-à-dire qu'on va donner une direction, sens large, dire, par exemple, nous sommes une commune de 35 000 habitants, on aimerait, sous 10 ans, passer à une commune de 40 ou 42 000 habitants, par exemple. On aimerait aussi développer telle partie de la ville pour amener peut-être 200 logements supplémentaires sur le parc immobilier. Voilà. Et ensuite, vient les orientations d'aménagement de programmation, les OAP. Donc là, on va présenter des projets d'ensemble. Souvent, c'est les entrées de ville, les secteurs gares, les secteurs à revitaliser, les secteurs à enjeu dans les OAP. Et là, ça va être des projets d'envergure. Et ça arrive que des gens ont leur parcelle impactée dans l'OAP sans qu'ils ne sachent, puisqu'ils ne vont pas chercher l'information. Et forcément, quand tu as un terrain qui est de base constructible et qui se retrouve dans une OAP qui est dans un projet d'ensemble, bah, des fois, ça peut être compliqué. Le terrain qui était de base constructible peut très vite devenir très chiant. Un type des centres commerciaux ou des zones commerciales. Exactement. Si la ville a un projet d'envergure, notamment pour implanter un centre commercial, eh ben, il peut le présenter dans une OAP ou il peut le présenter dans une zone d'activité. Ouais, puis si tu viens à râler, on va te dire bah, c'était marqué dans l'OAP, tu n'avais qu'à aller le lire. Totalement, exactement. Parce que toujours la même chose, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'on a tous l'obligation d'aller se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Et en plus, le Code civil te le rappelle bien. Je crois que c'est l'article 544, hein, il me semble, juste de mémoire. Je crois que c'est 544 du Code civil. Attends, faut que tu le mettes en... Non, 544. Voilà. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas usage prohibé par les lois ou par les règlements. C'est écrit noir sur blanc. Du coup, pour revenir au PLU, il va y avoir après ce qu'on appelle un règlement avec le plan de zonage. Donc, il va y avoir le règlement graphique, le plan de zonage et le règlement écrit qui va te dire les textes exactement qu'est-ce qui s'applique. Et sans oublier une pièce très importante aussi, les annexes. Et contient quoi les annexes pour le coup? Et les annexes vont contenir, par exemple, le plan de prévention des risques inondables, si la ville est concernée, le plan de les servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire les périmètres des monuments historiques, les servitudes, tout ce qui est plan de prévention des risques naturels, par exemple, ce qui est lié aux zones. Il faut savoir que toute la France est concernée par le retrait et gonflement des sols argileux, avec différents aléas. C'est ce qu'on appelle les
Comment? C'est l'état des risques et pollution, c'est ça, non? Aussi, tu peux avoir des informations qui sont liées aussi à l'état des risques et des pollutions dans le PLU. Donc, c'est pour ça qu'un PLU, ça regroupe un ensemble d'informations concernant la commune et son territoire et on est dans l'obligation d'en prendre connaissance. Donc, les réflexes qu'il faut adopter au niveau de la consultation du PLU, c'est tout de suite savoir où est-ce que je me situe, c'est-à-dire plan de zonage. Dans quelle zone je me situe? Est-ce que je suis dans une zone urbaine? Est-ce que je suis dans une zone agricole? Est-ce que je suis dans une zone naturelle? Est-ce que je suis dans une zone où il y a de l'espace boisé classé? Est-ce que je suis concerné par un bâtiment remarquable? Tout ce genre d'informations, tu l'as dans le plan de zonage avec les différentes zones qui sont affiliées à différents secteurs. Là, si tu arrives à zoomer, Joël, ok. Là, on s'aperçoit, tu vois, là, le secteur, donc première couronne, descends un peu, Joël, s'il te plaît. Voilà, attends, trop bas, trop bas. Juste centré au niveau du... Voilà, super. Là, on peut s'apercevoir, première couronne, donc les boulevards, hyper centre-ville, secteur sauvegardé, ultra protégé. Tout ce qui est en bleu pointillé, ça concerne le fleuve, donc c'est Lyon. Là, ce qu'on voit en rouge ici, c'est en zone UF, sur droite, Joël, ici, plus bas. Ah putain. Ouais, ici, ça concerne le plan de prévention des risques inondables, mais la zone rouge, tout de suite, j'ai pour information que c'est une zone qui est inconstructible. Assuré en bleu, comme ça, c'est la zone bleue du plan de prévention des risques inondables. Donc, ça veut dire que la constructibilité est possible, mais elle est limitée, puisque l'objectif de cette zone, c'est de diminuer un maximum le risque et que si jamais il y avait une grosse inondation, éviter un maximum de dégâts matériels et surtout de dégâts humains. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mort. Donc, c'est pour ça que la constructibilité dans les zones sensibles, les zones inondables bleues, elle est limitée. Et après, on va voir différentes zones, que ce soit là, on indique la zone UM qui correspond en fait à une zone mixte où il va y avoir plusieurs destinations, que ce soit l'habitation, du commerce, il peut y avoir sur certains points de l'artisanat, il peut y avoir un petit peu d'entrepôt. Voilà, il y a une mixité au niveau des destinations. Et du coup, on l'affecte à cette zone UM. La zone UR1, on voit un petit peu en périphérie, ça va correspondre à tout ce qui est zone résidentielle ou essentiellement constituée d'habitations, de pavillons, où il n'y a pas forcément de verticalité ou d'immeubles. Voilà. C'est plus des zones pavillonnaires. La zone UE correspond à une zone d'équipement, que ce soit des équipements au niveau scolaire, au niveau loisirs, voilà, tout ce genre d'équipements, notamment publics. On va aussi avoir la zone UP. Donc, ouais. Sur mon écran, en fait, c'est tout gris. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cet écran gris. Ah, mais tu vois que du gris, il n'y a pas de couleur. Non, Moi, je vois bien. Moi aussi, je vois bien le plan. Ok. Il faut changer d'ordi. Attends, je te fais. Alors, juste, on va pas détailler le plan de zonage, mais juste pour qu'on ait un peu une visibilité sur le truc. Alors, pour le coup, quelle est son importance sur le règlement? Parce qu'on dit PLU, en général, on confond le PLU avec le règlement. Là, on vient de voir que le PLU, c'est un ensemble de documents. Exactement, c'est un ensemble de documents. L'urbanisme de la ville. Totalement, c'est ça. Donc, vous avez compris le procédé. Et à chaque bien ou à chaque terrain correspond à une zone.
Et par rapport à cette information-là, je sais que, on va prendre un exemple tout bête. Moi, ma maison, elle se situe en zone UM. En zone UM du PLU. Regarde, décale-toi un peu à droite. Tu veux que je revienne sur le plan? Ouais, sur le plan de zonage, tu te décales à droite. Tu te décales encore à droite. Je suis dans la zone en bleu, là. Tu vois, en haut, là. Je sais exactement où je me situe. Voilà, je suis dans cette zone-là. Donc, je sais que je suis en zone UM. Donc, tout de suite, je sais que je peux faire plusieurs projets avec différentes destinations. Je sais que je suis en zone bleue, donc ma constructibilité, elle est limitée. Donc, je ne peux pas exploiter au maximum l'emprise. Tout de suite, j'ai cette information-là, j'ai ce réflexe-là. Et après, je consulte mon règlement. Très bien, on va aller chercher l'UM. Et on va aller chercher, tu Excusez-moi, moi vois, j'aurais une question. le règlement, là, il est composé de les dispositions générales qui s'appliquent à toutes les zones, que ce soit au niveau des destinations, des équipements, voilà, règles de stationnement, ça va être la même chose pour toutes les zones. Et après, les dispositions spécifiques à chaque zone. Et moi, je vais chercher les dispositions qui s'appliquent à ma zone, donc qui correspondent à la zone UM. OK, page 25. Pour le coup, on va juste prendre la question de Stéphane, l'ambassadeur. Et après, on passe justement à la zone UM pour voir un peu dans les grandes lignes, hein, grosso modo, parce que Oui, pour le coup, on n'a pas de projet en face, donc on ne pourra pas forcément tout exploiter. Totalement. Mais Stéphane, la parole est à toi. Ok, salut, bonjour à tous. Salut. Moi, j'ai une question toute bête, hein. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'emprises quand c'est sur les zones, sur la zone bleue. Mais Oui. je donne un autre exemple. Le PLU, il est partout en France et tout, même, et aussi sur les territoires comme des départements d'outre-mer. Mais Oui. si tu veux construire genre sur l'eau, en pilotis, comment ça se passe? Pilotis. Alors, là, il y a eu pas mal d'infos en même temps. T'es dans quel cas de figure? T'es en métropole ou t'es en outre-mer? Je veux dire, je suis en outre-mer. Je suis en outre-mer et j'ai une bonne partie de la plage, mais j'ai envie de faire un restaurant Ouais. sur l'eau. Donc, Ouais. tu vas Bah, le faire forcément en pilotis. Donc, comment ça se passe? ok. Bah, déjà, il faut savoir qu'il y a l'outre-mer, il y a encore d'autres réglementations qui s'appliquent puisque c'est spécifique à l'outre-mer. Et du Mm. coup, à mon avis, la constructibilité au niveau de la plage, elle est plus que limitée, voire quasiment impossible. C'est pour ça que tu verras pas forcément de cabanons sur pilotis juste à même le sable, très proche de la mer. Donc Ok, après, si on est en dehors de la zone et que ça nous permet la constructibilité, bah, faut regarder quelles sont les dispositions du règlement qui nous donnent un petit peu le cahier des charges à respecter par rapport à la hauteur, par rapport à l'emprise, par rapport aux dispositions. Est-ce que la constructibilité sur pilotis, elle est autorisée ou elle est interdite? C'est tout ça qu'il faudra balayer. Parce qu'en fait, il faut savoir que, tiens, Joël, va sur la page 25, s'il te plaît. après, j'ai une dernière question, juste après. Vas-y. Parce que la dernière fois, j'ai vu aussi, il y a des maisons un peu sur des îles et tout ça, là. Il y en a un Ouais. peu partout. Mmh. Et ça se passe comment pour construire et l'habitation là-bas? Après, chaque règlement est spécifique à chaque zone, tu vois. La Parce que là, vérité, là-bas, c'est inondable, c'est sûr déjà. ouais. Mais on a une vers Brie-sur-Marne, un truc comme ça. Il y a une petite île où il y a deux, trois maisons qui sont construites là-bas. Mais tu achètes là-bas et tu veux placer pour faire un plus grand bâtiment. C'est possible ou pas? Ben, je peux pas te le dire en fonction sans avoir vu le règlement, en fait.
Ok, c'est-à-dire en fait, tout est en question du règlement par rapport à la zone des. Exactement. Je Ok, peux dire, moi, la vérité qu'il y a à Auxerre, ça ne va pas être celle de là-bas. ok, Donc, sans consultation du règlement, c'est compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que de grands principes, c'est que lorsqu'on est en zone inondable, la constructibilité, elle est limitée. Donc, par contre, il y a une vérité, c'est que les documents évoluent et ils sont votés au fil du temps. Si ton bâtiment se situe aujourd'hui, tu vois, ton bâtiment, il date avant l'approbation des lois ou des PLU ou des règlements, on va pas te dire, tu dois détruire ton bâtiment. Tu vas juste pouvoir continuer à bénéficier du fait que tu es déjà implanté. Par contre, si tu veux faire une extension, vu que là, ça va être la création d'une nouvelle autorisation, par contre, celui-là, ça se trouve, l'extension ne sera pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? L'ambassadeur, on l'a perdu. ouais, si, j'ai bien compris. T'as capté? Ouais. Donc, du coup, redescends, s'il te plaît, Ouais, Joël. on va essayer d'avancer vite fait pour. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Zone urbaine. Voilà. Donc, on nous présente grosso modo chaque zone ce qui correspond, la zone UM. Et après, on voit, descend encore, on voit qu'il y a des articles. Et chaque chapitre, lors de l'instruction d'un dossier, chaque chapitre est détaillé et disséqué en fonction du projet qui est proposé. Donc, on va balayer chaque article. Donc, par exemple, si tu me construis là tout de suite en zone, on nous dit dans toute la zone en zone UM, commerce de gros, industrie, c'est interdit. Donc, si un industriel arrive et me propose un projet, c'est de l'industrie, pas de débat, refusé, on passe à autre chose. Pareil pour les constructions à exploitation forestière. Voilà. Donc, ça, c'est les indications. C'est toujours, on part toujours de qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est soumis à condition. Et après, ce qui n'est pas interdit et ce qui n'est pas soumis à condition est forcément autorisé. Et après, bah, tout de suite, on balaye chaque article en termes d'implantation au niveau de la ligne. Au niveau, bah là, c'est les limites séparatives, mais c'est toujours l'alignement. Donc, c'est la séparation entre le domaine public et le domaine privé, pour nous dire comment on doit s'implanter par rapport à la voie, par rapport à l'alignement. On va nous dire comment on peut s'implanter par rapport aux limites séparatives. Là, on joue sur la zone UM au niveau de la profondeur du terrain. Donc, si tu me construis en deuxième lot, au-delà d'une bande de 20 mètres, bah, on va te dire, bah, si tu te mets en limite séparative, on ne veut pas de gros bâtiments qui vont monter. Donc, on va te limiter à 3 mètres pour la toiture terrasse et 6 mètres pour la toiture à pente. Donc, ça, c'est une volonté politique. C'est toutes ces informations-là, tout de suite, ça te donne une indication, ça te donne la tendance par rapport au projet que tu dois adopter. Et mieux vaut consulter cet élément avant de réaliser quoi que ce soit, puisque tu vas adapter ton projet au règlement. Très bien. Alors, question. Je suis, cas pratique, en plus ou moins, on va dire, je suis en zone UM, j'ai une maison ou un appartement, je souhaite diviser l'appartement. Donc, une maison en zone UM, tu veux faire une division verticale pour créer 2 logements ou plusieurs logements. Ouais. Donc, un bâtiment déjà existant. Oui. Donc, par rapport à l'implantation, tout ça, ça pose pas de problème puisqu'il est déjà positionné. Okay. Donc, tu vas me créer des ouvertures ou pas? Disons que c'est plus l'intérieur qui change, pas d'ouverture extérieure. Pas de modification de l'aspect extérieur? Oui. OK. En zone UM, la destination ne change pas puisque c'est de l'habitation. Si tu me déposes le bon dossier en fonction de s'il y a création de superficie ou pas, s'il y a structure porteuse ou pas, voilà, ça c'est un autre débat. Mais grosso modo, là, je vais plus m'axer sur les places de stationnement. OK. Puisque chaque logement, grosso modo, tu vas me créer, là, tu avais
avais un seul logement, tu vas passer sur X logements. Et en fonction de la typologie de chaque logement, tu me devras des places de stationnement sur ta parcelle. Donc, je vais être sensible à que tu matérialises toutes les places de stationnement, qu'elles soient bien conformes, c'est-à-dire 2,5 mètres sur 5 mètres 50. Je vais regarder si il y a la possibilité, si au niveau de la circulation, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut pas que tu crées, faut pas que tu crées faut pas que tu mettes en péril la sécurité de tous. Donc, je vais être sensible aux entrées et aux sorties. Voilà. Je vais être aussi sensible à tout ce qui est espace paysager. Si tu vas bien respecter, l'espace paysager obligatoire, si tu ne crées plus de places de stationnement. Et souvent, ça, tu vas avoir ces informations dans les dispositions générales puisqu'elles sont applicables à toutes les autres. Tu ne l'auras pas dans les dispositions spécifiques. OK. Mais la plupart du temps, c'est que les gens font leur division, mais il n'y a pas les places de stationnement. Et quelles conséquences dans ce cas de figure? Tu es en infraction. Tu ne respectes pas le document en vigueur. OK. Et imaginons là que je crée ma division et que je souhaite vendre mon bien à un futur investisseur. OK, bah, l'investisseur qui s'y connaît pas, il va regarder sa rentabilité, il va dire OK, c'est cool, j'y vais, c'est rentable, c'est top, d'accord. L'investisseur qui s'y connaît, il va te dire bah attends, il n'y a pas les places de stationnement, il va déjà commencer à se poser des questions et il ira pas parce que il va se dire c'est un peu trop compliqué ou il faut que j'ai des places de stationnement à proximité, il faut que j'en crée. Et il va te négocier le deal, forcément. Sauf si il négocie s'il sait qu'il est capable de trouver une solution. Totalement, c'est ça, exactement. OK. Alors, hormis le fait qu'on ait passé en crible plus ou moins, en fait, de façon grosso modo, Oui. en rapidos le truc, le temps passe. On voulait vous présenter justement un truc qu'on a cherché à mettre en place. Et là, c'est justement un mixte, grosso modo, de formation qu'on a créé à deux. Et vous l'aurez compris, l'urbanisme, ça a son lot d'importance. La fiscalité, ça a son lot d'importance, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et en fait, on a concocté une formation de 56 heures, hein, grosso modo, qui va démarrer, dont la première session démarre le 1er avril. Et le 1er avril jusqu'au 30 avril. Donc, en fait, il y aura une section intensive de 56 heures qui sera donnée sur le long. On vous partagera ce lien-là pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. L'objectif, je te laisse grosso modo expliquer un peu l'objectif, si tu veux, de ta partie. Ouais. Du coup, l'objectif, c'est d'accompagner vraiment, c'est de mettre le droit au service de l'investisseur et du coup, d'appréhender toutes les choses en amont et de maîtriser un maximum les tenants et les aboutissants. Donc, à travers cette formation, c'est axé sur la compréhension des choses. Donc, vous allez comprendre et pouvoir bien investir dans l'immobilier grâce à l'urbanisme. Tout de suite sélectionner les bons projets, les bonnes zones et proposer des projets qui sont en raccord avec le règlement. Donc, toujours avoir un coup d'avance par rapport à la concurrence et toujours maîtriser les choses dans la manière de négocier aussi les biens que vous êtes susceptible d'acheter. Et forcément, gagner en compétences et en connaissances. Vous serez aussi en capacité de faire une étude de faisabilité très rapidement, assez succinctement, de dire j'y vais ou j'y vais pas en fonction juste de la réglementation. Vous allez aussi prendre en considération tout ce qui est taxes, qui est lié à l'urbanisme. Et après, je passe à Joël pour au niveau de la fiscale. Ouais, la fiscale, c'est très simple, hein, c'est analyser sa situation patrimoniale. Ça, c'est un premier jet. Et normalement, toute personne confiant en fiscalité sait qu'un bien qui rentre dans son patrimoine change de façon substantielle
la configuration fiscale qu'elle avait adoptée au départ. Donc, chaque stratégie est revue à chaque fois qu'il y a une nouvelle acquisition. Le but du jeu, c'est de remettre au sens de tout ça le savoir-faire de l'audit patrimonial fiscal, en tout cas, et de développer en fait un sens aiguisé, plus ou moins, sur les stratégies à adopter de façon certaine et ne pas en fait subir le conseil, entre autres, d'une personne qui pourrait être tentée, en gros, hein, je parle des conseils qui vont facturer fonction de ce qu'ils ont l'habitude de faire de façon aisée. Je sais qu'il y a pas mal qui choisissent la LMNP parce qu'on leur dit que c'est la LMNP la meilleure, mais est-ce que c'est celle qui est adaptée? Enfin bref, on saura faire en fait une optimisation adéquate et propre à soi-même, mais ça, l'enjeu est lié. Toi-même, Félix, tu as suivi ma formation. D'ailleurs, tu pourrais faire un retour potentiel là-dessus. Pour le coup, c'est quelqu'un que j'ai formé, Félix, en gros, et qui, en l'occurrence, a été plus ou moins conquis de cette formation. On fait une offre de lancement, mais vous le verrez derrière après sur le lien. Je ne sais pas si le lien marche, mais le contenu de la formation en question est scindé pour chacun à peu près sur du 7 ou 8 modules, hein, grosso modo, 28 heures pour Félix et 28 heures pour moi également. On verra les génériques d'une manière générale. On saura lire un PLU de façon détaillée. Là, le but du jeu, c'est que vous ayez à la fois la casquette, en gros, de marchand de biens si besoin, investisseur sur du locatif classique, voire même investisseur sur des locaux professionnels. On saura faire des dépôts de certificats d'urbanisme. Ça, c'est quelque chose qui sera expliqué de façon détaillée dans la formation. Avoir quelques coups d'avance sur sur les investisseurs. D'ailleurs, tu expliqueras tout à l'heure un peu comment tu as pu appréhender les délais sur tes acquisitions. Ouais. Toi, en dernier lieu, nous, on verra en fiscalité les aspects juridiques et fiscaux qui sont liés justement à l'argumentation. Qu'est-ce qu'il y a de possibilités de faire? Bon, je ne vais pas vous redétailler un peu tout ça, vous le relirez. On parlera beaucoup d'holding et éventuellement des mises en place de structures juridiques adéquates. On parlera aussi de toute la prévention liée à la transmission, hein. Donation, partage, démembrement. Est-ce qu'il vaut mieux faire des combos, démembrement SCI? Ça, c'est important des fois dans des cas de figure spécifiques. Le quasi-usufruit, j'en ai abordé un tout petit peu dans le séminaire. Pour le coup, on reverra le jour de la formation. Et on parlera aussi des cas spécifiques des fonctionnaires. Et souvent, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'être fonctionnaire, d'investir en SCI, etc. J'ai trouvé une parade que je vous présenterai justement par rapport à ça. Et ça reste quelque chose de pratique si vous êtes fonctionnaire également. Donc voilà, je vous laisserai regarder un tout petit peu le contenu de la formation. Qui démarrera très, très rapidement. Et en fait, les ouvertures d'inscription seront faites jusqu'au 15 mars pour ceux qui veulent partager, on va dire, ce moment avec nous. Est-ce qu'il y a des questions, notamment pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui? Je vous remettrai le lien très rapidement, il sera publié grosso modo. Kangai, enfin, je revois un peu qui sont présents. L'ambassadeur, Aimé, Estelle, Nelson, Kangai, Sylvain. Est-ce qu'il y a des… C'est éligible CPF ou pas, Joël? Pas encore, cher ami. Ce n'est pas encore éligible CPF et ce le sera naturellement bientôt. En tout cas, pas pour cette première session, ça c'est sûr. Au-delà de cette session, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on va organiser régulièrement tous les mois des webinars pour suivre justement les formés. Et en fait, en faisant partie de chaque session de formation, vous aurez tous les mois un webinaire spécifique à deux pour pouvoir continuer à approfondir les connaissances ou étudier des cas pratiques qui serviront un peu pour tout le monde. Donc voilà. Yes pour Sylvain. D'autres questions pour le coup, Nelson, Kangai?
Bon, on dirait que Félix, tu as calmé tout le monde avec l'urbanisme. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que déjà, juste une question plutôt pratique, vous êtes sur un cas de figure où l'urbanisme, pour vous, devient de plus en plus, on va dire, une notion qui est essentielle. Kangai. Oui, non, en fait, excuse-moi, j'avais le micro tout à l'heure. Ouais, J'avais une question à poser. yes, dis-moi. Ouais, alors moi, je suis en train de regarder un petit peu tous les autorisations d'urbanisme qui sont accordées autour d'une zone. Et à chaque fois, je dois demander le PC ou la DP accepté auprès de la mairie Mhm, pour chaque dossier. Du coup, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas une base de données où je pouvais télécharger directement sans passer par la mairie. J'ai vu qu'il y avait des sites internet qui se basaient sur de l'open data qui référençait un petit peu tous les autorisations d'urbanisme qui ont été acceptées. Mais en parcourant cette base de données, tu as juste quelques informations comme la date de dépôt, si ça a été accepté, etc. Mais sans le document du PC ou de la DP déposé. Mm. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de récupérer plus rapidement, sans passer par la mairie, les documents de DP et de PC autorisés? Non, Non, pas à l'heure actuelle. La d'accord, il seule faut. possibilité que tu as, c'est que si par exemple, tu es en train de surveiller une autorisation d'urbain sur un terrain, donc tu as l'affichage, c'est que tu peux tout de suite aller en mairie parce qu'il y a un double affichage qui s'effectue pendant le 2 mois et 1 jour. Il y a l'affichage qui est sur le terrain et il y a aussi l'affichage aussi l'affichage en mairie. Et en mairie, normalement, ça doit défiler. Et à ce moment-là, tu as l'arrêté. Et c'est disponible à l'accueil, hein. Oui, oui, non, en fait, oui, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai envoyé par mail avec la mairie, j'ai changé par mail. Mais D'accord? en fait, c'était pour accélérer les procédures. Non, non, Si je veux à l'instant T, il n'y récupérer a pas. 10 documents en même temps, enfin, moi, tu vois, c'est à chaque fois, je dois faire Oui, c'est une une grosse requête. liste que tu as. En fait, je suis en train de. Tu vois, quand des fois, tu étudies une zone, tu regardes un petit peu ce que le maire accorde, etc. Quel type de construction qu'il accorde, quel type de division il accorde, etc. Donc, ça me permet d'avoir une idée un petit peu sur les types de projets que je pourrais éventuellement faire plus tard dans cette zone, quoi. Euh, D'accord, ok. voilà. Non, à l'heure actuelle, non, t'as pas de. Il n'existe pas, à ma connaissance, de site en dehors de l'open data qui est proposé par les services de l'État et qui est pas déjà qui est pas mis à jour et qui est très minime. Il n'existe pas d'autres sites exploitables en dehors de directement les mairies, à moins que les mairies mettent des processus en place par le biais d'un portail, par exemple. Mais j'en ai pas. Service public, peut-être, non? Non, même pas. Même pas, parce que le service public, c'est général. Sur servicepublic.gouv.fr, c'est général et ils vont pas mettre les arrêtés de chaque commune. T'imagines? Rien que nous, hors d'idée sur Auxerre, au niveau de l'urba, on est peut-être à plus de facile, on est peut-être à plus de 2000 arrêtés par an. Donc, tu multiplies ça par le nombre de communes, petites ou grandes, et t'exploses, hein. Hmm. Donc, non, c'est pas. Pour le moment, j'en ai pas entendu parler. Alors, après, j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié à l'urbanisme ou pas. Mhm. Parfois, je visite des maisons. On me dit que t'inquiète pas, la division elle a été bien faite. Il y a plusieurs appartements et tout. Oui. Du coup, et je me dis comment vérifier cette information par rapport à ce que me dit le vendeur ou même l'agent immobilier, hein, que Bah, la maison a été divisée dans la règle de l'art. Et je me mhm. dis, est-ce que, parce que je crois qu'il y a un document CERFA
je crois que c'est la 32-33 qui permet de savoir un petit peu l'aspect juridique d'un immeuble. Ouais. Mais en fait, est-ce que, ou même je pourrais demander au service des impôts des informations sur le nombre de lots. Est-ce qu'il y a un service sur Internet où je peux vérifier rapidement, sans forcément remplir plein de formulaires, le nombre de lots déclarés sur une telle adresse pour vérifier que, par exemple, bah, le vendeur il me dit que ça, c'est une maison, il a fait la division en 4 appartements et je Oui, voudrais vérifier qu'il y a bien 4 lots d'habitation. tout à fait. Bah, tu peux regarder parce que la division, elle s'effectue par un géomètre expert. Et comment ça s'appelle? T'as l'application Géofoncé. Du coup, avec GFoncé, tu vois Et ben, si le nombre c'est, de lots? exactement, si c'est une bonne, la division a été effectuée en bonne et due forme, ça te donne une information par rapport aux immeubles et chaque lot est bien déterminé. Ok. Tu peux faire un petit test, Joël? Tiens, Ah ouais. télécharge l'application sur ton téléphone. Pour le moment, c'est gratuit, hein, faut en profiter. Alors, je vais essayer de me connecter, mais j'ai plus, j'ai plus la version d'essai. Ouais, la version La gratuite. version d'essai, ouais. Et c'est pour ça que sur le téléphone, en fait, ça reste gratuit pour le moment. Ouais. D'accord, je suis en train de la télécharger là Voilà. Et sur mon du coup, en smartphone. fait, tu as des informations. Si tu vas sur un immeuble, moi, j'en sélectionne un. Tu vois les dernières. En fait, il faut savoir que lorsqu'une division s'effectue en bonne et due Ouais. forme, elle est effectuée par un géomètre. Ouais. Géomètre expert, c'est la seule personne aujourd'hui qui est habilitée en France pour faire une division bonne et due forme, puisqu'elle va être référencée directement à travers le cadastre et recensée auprès des impôts. Et il faut savoir que Géofoncier, c'est toujours alimenté par des géomètres, Ok. par les géomètres experts. Et du coup, tu as les informations par rapport à la division de terrain et la création aussi de copropriétés, surtout les plus récents. Parce que je crois bien, tu as une information, tout ce qui est documents d'arpentage, ça, tu les as aeternam vitam, mais la division de l'eau, intéressant, tu dois les avoir c'est pendant combien de temps, max? J'ai pas l'info, là. Et là, j'ai cliqué sur une adresse et j'avais juste des informations sur un document d'arpentage, mais je peux pas le télécharger, je peux pas le. Non, mais tu pourras pas le télécharger, mais ça te donnera une information. Par exemple, quand tu sais qu'il y a un document d'arpentage, c'est Ouais. que il y a une division, il y a un bornage qui est effectué, il y a une préparation à une possible future vente. Puisque c'est ce document-là que les notaires ont besoin pour après proposer la vente. Et attends, je vais essayer d'aller sur une copropriété. Ouais, tu vois, par exemple, là, moi, j'ai un terrain sur Auxerre, je vois copropriété, état descriptif de division et plan en annexe et modificatif. Je peux déjà contacter le détenteur du projet. Je sais quelle société qui l'a effectué, je sais quel géomètre qui l'a effectué. Ah ouais, d'accord. Ouais, je viens de cliquer sur un truc T'as là. vu? Type de dossier, division et partage de propriété Exactement. par un géomètre. Ok. Exactement, c'est ça. Ah De oui, toute tu peux. façon, je veux dire, aujourd'hui, Ouais. quelqu'un qui est dans les clous, il peut le prouver. À partir du moment où tu n'as pas le document, c'est bizarre. Ok, bah super. Mais là, en fait, là, donc là, je peux pas télécharger le document, non? Ah oui, contacter les détenteurs du dossier. C'est ça, exactement. Ah oui, donc du coup, il faut que je contacte le géomètre expert. Exactement. Ah ouais, il va demander de payer, non? C'est ça? Je sais pas. Est-ce que la consultation est payante? Ça, je peux pas te dire. Mais à un moment donné, je veux dire,
à un moment donné, tu peux pas être, si on est partout et on est nulle part à la fois, il faut que tu cibles, tu dises, OK, moi j'ai envie de faire ça, d'accord, bah, je Ouais, détermine ouais. ma stratégie, je regarde le PLU, je regarde un peu, OK, au niveau des accords qui ont été effectués, d'accord, pour te donner une tendance, Ouais, ouais, ouais. mais Non, mais déjà, tu peux pas. ouais, ça te donne un indice déjà qu'il a fait passer le géomètre pour faire une division. Ah bah oui, Après, déjà, ça donne un indice comme quoi, bon, il a fait la démarche. Et exactement. que Et après, il te fournira le document, parce que ça, le géomètre, il le remet après le relevé. ok, bah super. Ça répond parfaitement à ma question. Mm. Yes, merci Kangai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend une dernière question et puis après, on aura fait, là, ça fait 2 heures. On va bientôt boucler 2 heures là, de présentation. Et puis, pour approfondir le sujet, je pense que c'est intéressant de venir justement, en gros, le 1er avril, on aura l'occasion de détailler ces aspects justement liés à des questions plus concis, plus précis, voire même personnalisés. Ouais. C'est Pas les yep. timides. Ouais, Nelson, pas de questions? Ok, bon, j'imagine que Ah, et puis il a décoché. Non. C'est gâté, il a tout tué, c'est bon, c'est fini. Bon, mais c'est top. En tout cas, ravi d'avoir pu effectuer cette petite masterclass avec vous. J'espère que ça vous a plu. Sylvain, Kangai, Estelle, tous ceux qui voilà, n'ont pas été. Merci Euh, Félix. Merci Félix pour la plus-value en tout cas. C'était bien, c'était précis, concis. Ce qui est bien, ouais, voilà, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que voilà, si on utilise à bon escient la connaissance d'une manière générale, on peut de temps en temps s'en servir. Moi, je me rappelle encore une fois que ça a débloqué certaines situations d'investisseurs de cercle IMO d'avoir été, d'être venus poser une question au sein de la room et que derrière, ça a amené vers des curiosités. Et puis, derrière, c'est 12 000 euros, 20 000 euros de négo sur un bien. Pour des questions d'autorisation non réglées, plus ou moins. Donc voilà, on peut s'en servir soit de cette manière-là, soit d'anticipation par rapport au délai, soit d'anticipation par rapport aux réalisations. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais peut-être des fois se positionner en tant que marchand de biens sur des projets où on demande l'autorisation, on purge les délais et que les projets le projet ne se réalise pas, mais que le projet se revende avec le permis de construire déjà, bien entendu, obtenu avec les délais purgés, ça peut être des valeurs monumentalement intéressantes pour un investisseur classique. Totalement. Donc, voilà. Bon, mes chers amis, Bah, merci merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude, hein, sur les réseaux, Clubhouse, les masterclass, les apéros, et voilà, on vous partagera tout ça. Le replay sera disponible d'ici 2 jours à peu près pour que vous puissiez revoir un peu tout ce qu'on a pu voir. Je vous remettrai les liens et tout ce qui va avec pour que vous puissiez consulter un peu le contenu du programme qui est proposé, puis au plaisir pour en discuter. Merci à tous les deux. Bon week-end. Yes, Sylvain, ciao. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, salut.